Saclay, qui est également membre du conseil scientifique de l'Institut Teilhard de Chardin, qui est un institut universitaire qui est en cours de construction, même qui a été inauguré sur le campus de Paris-Saclay pour aborder les questions à l'interface entre science, philosophie et théologie. Et c'est de cette question-là que Inès va nous parler. Depuis une quinzaine d'années maintenant, outre ses travaux de recherche reconnus internationalement, elle travaille également sur les implications philosophiques et même théologiques de la science en général et plus particulièrement de la physique quantique. Elle a contribué à plusieurs ouvrages dont on peut trouver la trace sur Internet. Et elle va aujourd'hui parler de l'histoire philosophique et scientifique de l'atomisme, donc de la conception du réel, de la matière, depuis les Grecs et même avant, jusqu'à l'époque moderne, en passant par le monde arabo-musulman. Donc c'est une grande histoire de la pensée scientifique et philosophique qu'on va essayer de traverser en 3/4 d'heure. Et on n'est pas très nombreux ce soir, mais on aura l'occasion justement plus facilement d'échanger avec la conférencière. Alors il y a des diapositives et je vous laisse avec Inès Safi et on se retrouve dans 3/4 d'heure, 50 minutes pour le débat avec la conférencière. Bonsoir à tous, salam alaikum. Merci infiniment Bruno Abdelhak pour la présentation, pour l'invitation. Merci aussi à Kamel. C'est toujours un bonheur de retrouver l'IFCM qui effectivement dans les activités sont de plus en plus rayonnantes. C'est très bien, nous sommes en comité restreint ce soir. Je vais donc, comme l'a dit Abdelhak, ça va être très difficile en 3/4 d'heure évidemment d'aller dans le détail. J'avais envie en fait de effectivement centrer mon exposé autour des atomismes, parce qu'on a tendance en général quand on entend parler d'atomes, on va se dire tout de suite l'atome était prédit par Démocrite et puis finalement la physique moderne le confirme. Et je pense que c'est un petit peu ça que j'aimerais questionner ce soir, vous amener aussi à questionner ce genre je dirais de transposition, de projection de nos perceptions actuelles de l'atome sur le passé, mais aussi nous avons un problème avec la perception de l'atome qui continue encore à dominer comme étant une particule matérielle et on n'arrive pas encore, j'ai l'impression, à se débarrasser de ce concept qui est remis en question par la physique moderne. Alors la question, et je parle d'atomisme au pluriel parce que le mot atome a pris des sens très très différents, très divers. C'est vraiment une jungle, je dirais, pour essayer de se retrouver dans les différentes doctrines des atomismes. Et c'est aussi vrai d'ailleurs pour le mot substance ou pour le mot corps ou pour le mot accident. Ils ont vraiment été imprégnés par des contextes, des interprétations, des usages très variés à travers l'histoire. Donc je vais quand même parfois être amenée à les utiliser, mais sachant que leur sens varie vraiment d'un philosophe ou d'un théologien à un autre. Et en fait, la question de ce que c'est que ce monde, le réel, alors le réel en soi, c'est déjà un mot qui est très compliqué à définir, mais je reste aussi vague là-dessus. Qu'est-ce que c'est, de quoi est composé notre monde, nous-mêmes, bien entendu, mais aussi notre esprit, l'esprit. Il ne s'agit pas que la question s'est posée très tôt, depuis bien même avant l'Antiquité grecque, pas seulement par rapport évidemment à la matière, ce qu'on appelle nous matière, mais aussi par rapport à l'esprit, à l'âme. Et elle est intimement reliée à la question de la causalité. Pourquoi est-ce que d'où vient, pourquoi est-ce qu'il y a un corps, pourquoi il y a un changement, pourquoi ce corps, il y a des caractéristiques qui sont permanentes, d'autres qui changent. Et donc c'est la nature même de ce qui est substance, on va dire, est une question très ancienne, évidemment que nous physiciens maintenant abordons, mais d'une façon très très différente. Mais n'empêche que nos façons d'aborder cette question, on va dire scientifique, dans l'histoire de la pensée de l'humanité, je dirais, ça a toujours interagi avec des méthodes
qu'on ne peut pas qualifier de nos jours de scientifiques, mais qui ont leur raison d'être et qui peuvent être donc d'ordre philosophique, évidemment. Il y avait une très grande proximité entre philosophie et ce qu'on appelle science de la nature, mais aussi même sur le plan, je dirais, théologique ou mystique, puisqu'il y a des modes de connaissance entre lesquels il y avait une grande porosité. Il n'y avait pas de cloison, on va dire, bien définie entre ces domaines. Et c'est un peu ça aussi que j'aimerais refléter à travers mon exposé. C'est vraiment cette porosité. Et en particulier, la science de la nature, ou ce qu'on appelle en tout cas la physique, et la métaphysique, ce qui est au-delà de la physique, se sont mutuellement fécondés. Alors, l'hypothèse atomique fait partie de ces questionnements. En fait, c'est une réponse à des questionnements d'ordre métaphysique. La question, en particulier, est de savoir s'il y a des entités, un petit nombre, on va dire, ou peut-être parfois un grand nombre d'entités, finalement, non observables. C'est une façon un peu aussi de simplifier. Chercher une simplicité derrière la complexité du monde, mais pas nécessairement. C'est pas toujours une hypothèse simplificatrice, comme on le verra. Mais ce qu'il y a vraiment un nombre des entités qui sont éventuellement non observables. D'ailleurs, c'est quelque chose qui ne fait pas non plus l'unanimité chez les atomistes, puisque certains vont considérer les atomes comme observables, mais on voit souvent que ce sont des entités qu'on ne peut pas percevoir par nos sens, qui explique la grande quantité énorme, la variété des phénomènes que nous pouvons observer. Donc on parle d'atomes, de substances et d'accidents qui sont éventuellement portés par la substance. Donc pour donner un bref aperçu sur ces questions, donc je vais d'abord apporter quelques réponses de certaines doctrines atomistes, mais je vais remonter en fait avant les Grecs, aux Indiens, rapidement. Ensuite, je vais montrer la transition, le passage par la terre, ce qu'on appelle terre d'islam. Alors, je parlais d'atomisme arabe, mais en fait, c'est très compliqué de parler alors, arabe, c'est plus la langue dominante, finalement, à la fois, je pense, en théologie, mais aussi pour les sciences. Et je vais essayer de vous montrer aussi comment l'atomisme n'a pas été défendu en terre d'islam seulement par l'école, donc le Kalam, qui est donc l'école rationnelle, on va dire, c'est vraiment la doctrine rationaliste théologique, avec beaucoup de ramifications, beaucoup de doctrines au sein du Kalam, mais que l'atomisme a aussi trouvé un intérêt chez, je dirais, pas nécessairement des théologiens, des scientifiques qui peuvent être philosophes en même temps, ou théologiens en même temps, mais qui a quand même contribué à certaines transitions, alors révolution scientifique aussi, ça peut être un mot qui mériterait aussi d'être. Vous voyez, la terminologie, on s'arrêterait pas si on pouvait, mais elle est quand même importante quand on veut vraiment aller un peu plus au fond des choses. Mais ça a été quand même, en quelque sorte, ça a préparé certaines révolutions scientifiques dans le sens où ça a permis d'introduire des concepts nouveaux qui ont tranché avec le passé, avec une certaine toujours continuité, bien entendu. Et ensuite, je vais parler de la physique quantique, qui est mon domaine de recherche aussi, donc des atomes quantiques, en abordant d'abord ce qu'on appelle matière, on va mettre les atomes dans la partie matière, et qui devient un petit peu analogue à la lumière, mais pas identique, mais il y a une sorte d'unification qui va se faire avec la révolution quantique. Et je vous parlerai enfin de la non-séparabilité, qui va questionner aussi notre perception des atomes. Donc je vais démarrer avec l'atomisme indien, et en fait il y a plusieurs écoles en Inde déjà qui ont introduit une réponse, donc cette hypothèse atomique. Et là je cite simplement donc un Kashyap qui a été surnommé Canada, qui en fait veut dire mangeur d'atomes, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et en fait son système a été développé pour englober justement cette hypothèse atomique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce système, les atomes sont éternels, mais en même temps, ils sont assemblés. Il y a une sorte de constitution des corps à travers les atomes qui n'est faite que grâce à l'action divine.
Donc vous voyez que déjà, le fait d'associer, ça c'est une tendance qu'on a, parce que même les matérialistes au sens philosophique, certains de nos contemporains, ont tendance à associer l'atomisme même à travers l'histoire nécessairement à une forme de matérialisme réducteur, où tout se réduirait à des ensembles, à des entités qui évolueraient, qui sont un peu comme des particules, des billes, qui finalement obéissent à des lois de la physique et qui engendrent tout ce qui est, sans avoir besoin de l'intervention divine. Vous voyez que là déjà l'hypothèse de l'intervention divine est très ancienne, même avant les Grecs, dans ce cadre-là, est apparue. Mais effectivement, ces atomes sont éternels, et on verra que chez le Calem, c'est pas le cas. Et aussi, il y a l'absence du vide. Il y a aussi, avec les atomes, on peut aussi apporter une réponse à une évolution cyclique. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi au sein de ce système, avec des atomes qui se dissolvent, se réunissent pour former un nouveau monde. Mais il y a aussi des écoles qu'on pourrait effectivement qualifié de matérialiste, donc le génisme par exemple, où il n'y a pas de cause première. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas non plus dans un matérialisme réducteur comme celui auquel on penserait naturellement de nos jours, puisque les atomes ont des propriétés, mais ils ont aussi une âme. Donc il y a une sorte de valorisation, le monde devient en quelque sorte l'au-delà aussi, qui est incarné dans ce monde. Ensuite, alors les atomistes grecs, moi je pense que il y avait énormément de contacts en fait entre la Grèce et l'Inde. C'est quelque chose aussi dont on n'est pas nécessairement toujours, qu'on ne met pas nécessairement en avant. Et il est possible que cet atomisme indien ait influencé les atomismes grecs. Alors, il peut y avoir aussi des interactions dans les deux sens, hein, avec en tout cas à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, avec Alexandre le Grand qui a unifié en quelque sorte la Grèce et l'Inde. Alors les atomismes grecs sont en quelque sorte apparaissent comme des alternatives à la mythologie. Ce sont évidemment dans l'évolution de la pensée, il y a toujours des problématiques qui se posent et puis on essaie de trouver des solutions. Et là aussi, on a toujours des motivations qui sont d'ordre métaphysique. Et donc, c'est une réponse en particulier à comment concilier l'immutabilité de l'être avec l'expérience de la pluralité mouvante des choses, hein, ce que je disais un peu au début. Mais aussi, ça a permis de résoudre certaines impasses ou quelques paradoxes, puisque si on divise à l'infini un objet, si on continue à diviser, hein, sans s'arrêter, à un moment, il deviendrait illusoire. Et donc, on a besoin d'un minimum, d'une entité minimale à la fin, qui permettrait de donner une réalité à l'objet. Et c'est pour ça que souvent aussi, on associe l'atomisme à une forme de réalisme. Il y a aussi un autre paradoxe, c'est que si on avait à parcourir un segment fini, si on pouvait le diviser à l'infini, eh ben, ça demanderait un temps infini pour le parcourir. Ça, c'est une question qui a soulevé aussi énormément de questionnements et qui sera abordée aussi par ailleurs par la suite chez le Calem, avec différentes aussi réponses selon les doctrines. Alors maintenant, vous entendez aussi parler de l'atomisme de Démocrite. En fait, je voudrais juste vous dire qu'il y a quand même des controverses dans la lecture ou l'interprétation qu'on a des atomes de Démocrite. Alors, je vais citer un philosophe allemand qui est en France, qui s'appelle Wiesmann, qui apparemment défend l'idée que les atomes de Démocrite ne sont absolument pas matériels et qu'il s'agirait plutôt d'idées ou de quelque chose d'analogue à une parole, avec un rythme. Et que c'est pour cette raison que Démocrite parlait même d'atomes qui auraient la taille du cosmos. Mais ces travaux sont contestés par d'autres spécialistes des Démocrites en France, comme Jean Salem et Pierre-Marie Morel. Et donc je ne saurais pas trancher moi-même. Donc je vous dis juste simplement qu'il faut... je pense que ça nécessiterait peut-être encore on reste, on va dire, plutôt vigilant. En fait, il paraît que certains, Wiesmann dirait que Démocrite n'a pas parlé du vide, mais certains traducteurs vont dire que si, Démocrite a parlé des atomes et du vide. Mais selon Aristote, parce que c'est Aristote qui est un peu la référence pour comprendre Démocrite,
Aristote, effectivement, a donné aux atomes de Démocrite une réalité complètement matérielle, et ça lui a permis de réfuter à Démocrite. Alors, est-ce qu'il l'a fait vraiment d'une façon honnête ou pas, ça on le saura peut-être jamais. Mais effectivement, ces atomes seraient incréés, indestructibles, éternels, infinis, de composition uniforme, et ça c'est assez bien établi, en tout cas là il n'y a pas de controverse là-dessus, effectivement inaccessible à nos sens. Il y a une certaine limite dans la connaissance qui est déjà établie par Démocrite, que je trouve intéressante. Mais voyez que là, les atomes ont en quelque sorte des qualités divines. Mais ils ont aussi des propriétés qui sont figées. Et seule la propriété qui est modifiable, c'est leur position et leur façon de se lier aux autres atomes. Alors, je ne vais pas parler d'Épicure, qui a un petit peu été influencé par le système d'Aristote pour apporter un atomisme encore plus matériel, on va dire, que celui de Démocrite. Mais cet atomisme, par la critique, effectivement, d'Aristote, comme je vous l'ai dit, mais aussi de Platon, est passé au second plan. Mais il y a quand même deux formes. On peut dire qu'il y a quand même quelque chose qui relève de l'atomisme, si on le définit d'une façon très large, s'il y a des éléments constitutifs simple, on va dire, de tout ce monde. On pourrait dire aussi qu'il y a chez Aristote, on trouve les 4 ou parfois il y a des 5 éléments. C'est quelque chose qu'on trouve aussi en Inde, par ailleurs. Mais il y a aussi chez Platon une certaine forme d'atomisme, puisqu'il parle de figures géométriques ou de triangles. Mais lui, il prend soin de ne pas citer Démocrite, qui est un petit peu étrange par ailleurs. En tout cas, l'atomisme est passé un petit peu tombé dans l'oubli. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a réapparu en terre d'islam. Ce qui paraît a priori paradoxal, c'est effectivement l'associer à un matérialisme réducteur, surtout si on prend celui d'Épicure, où il n'y a pas vraiment d'action divine. Alors, le Calem a en fait apporté l'atomisme pour répondre vraiment à des questionnements d'ordre théologique, qui sont centrés sur Dieu, sur voilà des questions d'ordre qui les ont amenés finalement à développer vraiment des systèmes et des écoles très originales et à aborder ce qu'ils appellent les sciences subtiles, qui s'intéressent effectivement, qui en fait sont des philosophes avant même les philosophes connus comme Avicenne. Il y a une forme de philosophie qui est née grâce à la théologie, donc rationnelle, et qui a été très influente, qui a aussi eu des adeptes, même chez des juifs ou des chrétiens. Il y a aussi énormément de doctrines qui sont très avec plusieurs différences entre elles. Il y a bien sûr, chez les adeptes du Calem n'ont pas tous adopté l'atomisme. Il y en a certains qui l'ont critiqué. Il y a aussi, comme je vous l'ai dit, pour les scientifiques, des atomistes aussi qui ne sont pas nécessairement rattachés au Calem, qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs des acteurs de on va dire scientifique aussi, même si le terme n'est pas approprié pour l'époque. Et donc la plus ancienne doctrine, elle est apparue au sein du mu'tazilisme, en particulier au début du IXe siècle, donc on a vu vraiment apparaître l'atomisme du Calem. Ça a été aussi défendu au sein de l'ash'arisme, qui est fondé par l'Ash'ari au Xe siècle. Et son ouvrage, en fait, est une référence pour la première phase de l'atomisme en terre d'islam. Alors, d'où est apparu, comment est-ce que cet atomisme est apparu? En fait, là aussi, il y a un sujet il y a vraiment différentes hypothèses. On n'a pas de réponse assez claire. Il y a certaines, effectivement, analogies avec l'atomisme grec, mais avec l'intervention divine qui permet en fait d'assurer et l'omniprésence et l'omniscience de Dieu. On a quand même un grand écart, en tout cas par rapport à Épicure. Il y a certains spécialistes qui vont peut-être mettre en avant le fait que cet atomisme est apparu en Mésopotamie et qu'effectivement le contexte avec la fécondation des sources à la fois grecques et indiennes pourrait influencer, mais plus dans la culture, parce qu'il n'y a pas eu de traduction systématique de fait à l'époque, au moment de l'apparition des atomismes. L'atomisme effectivement de Canada, par exemple, dont je vous ai parlé, il fait intervenir il y a l'intervention divine, comme le Calem, mais contrairement à la majorité des atomismes du Calem, il n'y a pas le vide, il n'y a pas, et aussi l'éternité des atomes, puisque pour
le calème, effectivement, les atomes sont plutôt éphémères et le vide entre en jeu aussi. Alors, il y a un argument théologique qui peut aussi effectivement expliquer cette émergence de l'atomisme du calème, puisque on considère que seul Dieu est éternel, est infini. Le cosmos, lui, étant créé par Dieu, il est nécessairement fini, à la fois dans le temps et dans l'espace. Et si on admettait une division sans fin, eh ben, ça voudrait dire qu'on générait de l'infini, puisque c'est pas du néant. En tout cas, au sein de, pour justifier, hein, qu'il faut absolument qu'il y ait une limite, qui est un point final, en tout cas, une entité indivisible à la fin. Sinon, ça susciterait dans nos esprits, en quelque sorte, une éternité, puisqu'il y a une infinité de processus serait infini. Alors, comme je vous ai dit, donc il y a une grande variété qui est vraiment, voilà. En tout cas, je ne connais vraiment pas du tout l'ampleur. Mais contrairement quand même aux Grecs, même s'il y a certaines similarités, comme je vous ai dit, les atomes sont impermanents et leurs propriétés ne sont pas figées. Dans, en tout cas, certaines doctrines du calème, même, je crois, une majorité, elles ne sont plus intrinsèques, elles deviennent secondaires. En fait, on parle d'accidents, ce qu'on appelle en arabe « arad », qui sont recréés à chaque instant par l'action divine. Donc c'est comme ça que cette hypothèse atomique permet d'intégrer en quelque sorte l'action divine dans le monde. Il y a l'atomisme du temps aussi qui a été proposé. Et à propos d'extension spatiale, là aussi il y a des différences. Les atomistes du calème ne sont pas d'accord entre eux, puisque certains prônent pour une extension spatiale, mais d'autres considèrent qu'il n'y a pas de dimension, qu'il n'y a pas d'extension, c'est un petit peu comme des points. Et on retrouve quelque chose un peu qui relève du système pythagoricien, avec des points, en fait, qui ne peuvent pas du coup se lier parce que ces points n'ont pas de côté. Donc il y a quelque chose d'abstrait dans ces atomes. Et ce je trouve aussi intéressant, c'est que pour certains atomistes, une substance peut exister sans les accidents qui sont créés pour elle. Donc, vous voyez, c'est amusant parce que je trouve qu'il y a une certaine résonance. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils ont anticipé la physique quantique, mais je trouve que sur le plan simplement de l'imagination, ils ont vraiment fait preuve de beaucoup d'audace et d'originalité dans tous les systèmes inventés pour répondre à la question de la nature du monde. Alors maintenant, comme je vous l'ai dit, donc je vais montrer quelques exemples d'atomistes qui ont en quelque sorte induit certaines révolutions, même si évidemment il y a des résonances aussi avec d'autres concepts introduits déjà par exemple chez les Grecs, mais qui peuvent être développés de diverses façons. Et en fait, par exemple, je cite Fakhreddin Razi qui est atomiste et qui finalement était favorable au concept du fait qu'on sort de l'univers fermé d'Aristote, finalement, et qu'on puisse avoir plusieurs univers qui ont évolué à partir de particules semblables. Et donc, il y a quelque sorte une unité des origines qui émane de l'un. Il y a aussi Atoussi, qui est un grand, à la fois, on va dire, à la fois théologien, scientifique, qui a joué un rôle très important dans l'astronomie. Là, il va aussi introduire quelque chose qui résonne aussi avec la chimie, je dirais. Voilà, un corps ne peut pas disparaître. C'est un peu la loi de conservation de tous, voilà, des corps. Il y a aussi une sorte de... On retrouve aussi... L'alchimie a aussi joué un rôle. On va trouver des atomistes chez les alchimistes. Et celui qu'on considère le père de la chimie, c'est Jabir ibn Hayyan, donc né en 721. Donc son nom latin, c'est Jabir. Et lui a établi une sorte de nomenclature des substances qui sont en quelque sorte des germes de classification des éléments. Je dis bien des germes. Et donc vous voyez que là aussi, on a une certaine
je vous ai parlé de la porosité tout à l'heure. Vous voyez, il n'y a pas tellement de frontières parce qu'il est un alchimiste, mais en même temps, il a contribué à la naissance, on va dire, de la méthode expérimentale. Et il n'est pas le seul, puisqu'il y a aussi Ibn al-Haytham, dont le nom latin c'est Al-Hazen, qu'on considère comme vraiment le père de la physique. D'ailleurs, je cite Matthias Schramm qui dit qu'il devient évident qu'il a été le véritable fondateur de la physique au sens moderne du mot. Alors, il y a vraiment une véritable révolution sur le statut de la lumière à travers Al-Hazen, mais aussi de la théorie de la vision qui va avec, puisqu'il s'est intéressé aussi au mécanisme de la vision. Et en fait, je rappelle que chez les Grecs, il y avait deux théories, de l'émission où l'œil envoie son regard pour saisir les images, mais aussi la théorie de l'intromission. Ça, c'était plutôt chez les atomistes, puisque l'agencement des atomes, qui forment toute chose de l'univers, produit des simulacres qui s'interagissent avec les atomes qui sont au niveau de l'œil, des yeux. Et Ibn al-Haytham, contrairement à ces deux théories, va vraiment attribuer une existence propre à la lumière, qui va être, et ça c'est intéressant, de même nature, selon lui, sur Terre et dans l'univers. C'est une unification aussi qui était complètement méconnue, en tout cas chez les Grecs, je pense. Alors, l'étape importante aussi qu'a va introduire Ibn al-Haytham, qui est en lien avec l'atomisme, qui va être importante pour la suite avec la physique quantique, c'est qu'il va aussi attribuer une nature corpusculaire à la lumière. Donc, la motivation aussi derrière cette nature corpusculaire, c'est qu'à partir du moment où la lumière est formée de corpuscules ou de billes, on va dire, en quelque sorte, ça peut justifier pourquoi la vitesse de la lumière est finie. Et là, il est en train d'établir quelque chose qui anticipe un débat qui va avoir lieu par la suite en Europe sur la vitesse finie ou infinie de la lumière. Il a mené par ailleurs ses expériences avec des billes pour simuler. Et la chambre noire a permis aussi de mettre en évidence cette propagation rectiligne de la lumière qu'il explique aussi par des billes qui se propagent. Donc la nature corpusculaire va retrouver écho chez Newton, qui va s'appuyer sur le livre d'Ibn al-Haytham, et qui va finalement persister grâce à la notoriété de Newton face à la nature ondulatoire. Mais là, je commence un petit peu à préparer l'émergence de la physique quantique. Il a fallu vraiment des expériences à la fin, déjà, disons, début du 19e siècle, pour établir d'une façon claire et nette la nature ondulatoire de la lumière. Et on voit en Europe maintenant, on change un petit peu d'espace, même si la continuité évidemment sur le plan des connaissances et de la pensée est là. Il y a quand même une certaine émergence progressive de la physique mécaniste en Europe. En fait, il y a se met en place un petit peu, même pour les scientifiques croyants, on va dire, le statut d'un dieu ingénieur qui va en quelque sorte créer juste des lois déterministes qui permettent au monde d'évoluer. Et avec Descartes aussi, on va assister à une forme de mécanisme. Alors Descartes n'est pas atomiste, mais si vous voulez, il y a quand même une forme de matérialisme qui va être peut-être appliqué en tout cas aux animaux entre autres, qui seraient comme des machines. Et l'idée que les propriétés du tout émanent de l'agencement de ces parties va s'imposer petit à petit, même si là aussi on peut trouver des atomistes et des non-atomistes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'atomisme n'a pas pu vraiment s'introduire facilement en Europe, puisque étant associé au matérialisme, comme je vous l'ai dit, il a été plutôt combattu par l'Église de Rome. Et en fait, je pense, alors c'est une hypothèse que je dis avec précaution, mais je crois que c'est grâce justement aux atomismes du Calem qui ont su réconcilier l'hypothèse atomiste avec l'action divine et l'omniprésence divine, qui a probablement inspiré des hommes de l'Église, par ailleurs, qui peuvent être plus ou moins qui ont été rejetés quand même par l'Église, même s'ils sont des religieux, qui ont pu effectivement adopter l'atomisme grâce à cette intégration.
Et je vais citer par exemple deux théologiens qui ont contribué à cette familiarisation, introduction de l'atomisme, qui sont Pierre Gassendi, qui est mort en 1655, et Giordano Bruno. Et tous les deux ont eu probablement accès à des ouvrages de philosophie et de théologie islamique. Par ailleurs, Giordano Bruno reprend vraiment l'hypothèse d'un univers ouvert, on va dire, avec la possibilité d'avoir plusieurs mondes, qui fait résonance avec Fakhreddin Razi. Alors, l'atomisme a fini vraiment par s'imposer quand même par la suite en Europe, et c'est vraiment seulement au XIXe siècle qu'il y a eu des preuves expérimentales qu'on est passé en quelque sorte d'une hypothèse métaphysique à quelque chose qui peut être abordé par ce qu'on appelle la méthode scientifique, mais là aussi, on parle seulement de la matière, puisque l'atomisme ancien, je vous rappelle, l'atomisme ancien ne parlait pas seulement de la matière, hein, les atomes, ça pouvait aussi former l'âme ou les esprits, et donc là, on est plutôt réduit à considérer, à appliquer la méthode scientifique seulement à la matière, hein, évidemment, matière entre guillemets entre autres. On a des éléments chimiques qui sont introduits, d'abord par Lavoisier, mais aussi en 1869, donc là on est 19e siècle, il y a déjà Mendeleïev qui va introduire 63 éléments chimiques. En fait, il y en a 92 en tout, des éléments naturels au total. Et là, on est dans une phase où on parle de physique classique. Donc on a d'un côté la lumière qui est plutôt un statut ondulatoire, et de l'autre côté la matière, comme je vous ai dit, qu'on va réduire à des corps qui obéissent aux lois de Newton, et avec l'atomisme en chimie qui s'impose petit à petit. Et la révolution quantique va amener une sorte d'unification, je vous l'avais dit au départ, dans le statut de la lumière et la matière, qui va complètement changer notre vision de ce que sont la matière et la lumière, et ce que sont les atomes aussi. Et là, avec je voudrais illustrer juste, il y a une photo qui est très connue, d'un congrès qui a eu lieu à Solvay sur les électrons et les photons, on va dire matière et lumière, en 1927. Et sur ces scientifiques, il y en a 29, dont une femme, que vous reconnaissez peut-être, Marie Curie, la seule, qui a eu 2 prix Nobel, et en tout, il y a 17 sur 29 qui ont eu des prix Nobel. Alors, cette révolution, pourquoi c'est une unification? C'est parce qu'il y a une transition importante, c'est pour ça que les corpuscules de Ibn al-Haytham adoptés par Newton ont un rôle important, c'est qu'on est revenu à ce concept. Vous voyez, c'est pas finalement, les idées n'évoluent pas d'une façon linéaire, hein. Donc ce concept a joué un rôle important puisque on a associé à la lumière une nature corpusculaire. Alors ça paraît très difficile à concilier. Ça a pris du temps d'ailleurs, mais ça a incité effectivement à changer de paradigme, je dirais. Et cette idée-là a inspiré à Louis de Broglie, mais aussi à Heisenberg et Schrödinger, de se dire, mais la matière, par symétrie, si la lumière c'est à la fois onde et corpuscule, et bien la lumière aussi, la matière aussi pourrait avoir une nature ondulatoire. Et ça a été aussi un élément, une phase très importante dans la révolution quantique. Alors ici, je rappelle, ça va être juste, j'aurai 2 diapos, je ne sais pas combien de temps il me reste d'ailleurs. Une quinzaine? D'accord. Bon. Donc 2 diapos qui vont être légèrement techniques, mais vraiment très simplifiées. Alors quand on parle d'une onde, là j'ai un petit dessin d'une onde générée par une pendule. La longueur de l'onde, en gros, c'est la distance qui sépare 2 crêtes, 2 sommets, on va dire, ou 2 points où l'onde croise cette ligne. Alors, donc c'est ce qui caractérise l'onde. Maintenant, quand on parle de corpuscule, on a envie de la caractériser par son énergie ou sa vitesse. Et l'idée maintenant, c'est de dire que à la fois la lumière et la matière on va dire des électrons ou des atomes, vont avoir à la fois une longueur d'onde et une énergie. Alors, longueur d'onde pour la lumière, c'est naturel. Énergie pour une particule, un corpuscule, c'est naturel.
Mais vous voyez que si vous commencez à parler d'une longueur d'onde pour un être humain, ça commence à être compliqué. En fait, on peut associer des longueurs d'onde à n'importe quelle particule, sauf que si on prend un grain de sable dans le vent, sa longueur d'onde serait 10 puissance moins 22 mètres, et en fait, elle serait... c'est tellement petit que ça n'a pas d'effet, et on ne voit pas de phénomène quantique au niveau du grain de sable. En revanche, pour un électron, ça commence à être plus grand. Et donc, voilà, là, on est obligé d'avoir recours à la physique quantique. Alors, cette nature ondulatoire de la matière est très importante puisqu'elle va nous permettre de comprendre même d'où vient le mot quantique, qui vient du fait que l'énergie maintenant d'un électron, ou d'ailleurs dans un atome par exemple, ne peut prendre que des valeurs quantifiées, discrètes. Pourquoi? Je vous donne juste une intuition par rapport à... Ça vient de cette nature ondulatoire. Si vous avez une guitare avec une corde qui est attachée aux deux bouts, vous voyez que vous avez que certains modes possibles. En fait, ça veut dire des longueurs d'onde possibles. Vous êtes obligé, parce que vous avez attaché votre corde au bout, vous ne pouvez avoir qu'une longueur d'onde qui est égale à la longueur de votre corde, divisée par un nombre entier. Donc là, j'ai pris le cas 1, le nombre entier, ou 2. D'accord? En fait, c'est la même chose quand on a un électron qui est dans un atome, qui est confiné. Alors là, j'ai mis un segment, évidemment, l'atome, c'est plutôt, on va dire, circulaire, en gros. Mais vous voyez, l'idée est la même, c'est que vous n'avez que deux modes, disons, plusieurs modes d'oscillation, mais avec des valeurs de la longueur d'onde associées à votre électron, qui vont prendre des valeurs discrètes. En gros, ça, c'est la longueur du segment divisé par 1 pour le premier, 2 pour le deuxième. Et là, j'introduis une énergie, puisque j'ai un électron, donc c'est corpusculaire. Je vous ai dit que c'était une énergie. On associe une énergie à cet électron. Sauf que l'énergie, elle est déterminée par la longueur d'onde. Elle est définie, elle est reliée. Je ne vous donne pas l'expression mathématique. Et du coup, comme la longueur d'onde ne prend que des valeurs discrètes, eh ben, l'énergie va prendre des valeurs discrètes. Donc c'est un petit peu de ça que va venir la quantification de l'énergie. Et en fait, là, j'ai introduit aussi une entité mathématique qui est très étrange, qui est au cœur des débats de la physique quantique. En fait, quand j'ai ces modes de vibration de mon électron, je les décris par des fonctions d'ondes, puisque ce sont des ondes, d'accord? Et ces ondes, donc je les ai appelées ψ1 pour l'état quand l'électron a une énergie E1 et ψ2 quand l'énergie a E2. Alors évidemment, il y a d'autres valeurs possibles de l'énergie, mais je me suis contentée de deux fonction. Et donc la question, c'est quel sens donner à cette fonction d'onde quantique. Donc là, on est dans le quantique. Alors, il y a eu vous avez peut-être entendu parler de l'atome de Bohr, qui en quelque sorte nous donne l'image d'un soleil avec des planètes qui tournent autour, mais qui, vous voyez, il y a des cercles, des orbites, et en fait, il n'y a que des valeurs de l'énergie quantifiées. Donc, il prend en compte la quantification de l'énergie. Mais c'est un modèle, une représentation quasiment, elle est complètement incorrecte. C'est une représentation qu'on continue à faire peut-être au lycée, mais elle nous induit en erreur. Et ce que c'est cette fonction psi, c'est que c'est une fonction d'onde de probabilité. Elle a un caractère, en fait c'est un outil de calcul probabiliste. En gros, qu'est-ce qu'elle nous dit? Si je prends l'électron, si je l'associe à cette à ce premier mode de vibration que je vous ai montré, ψ1, maintenant j'ai un cercle au lieu d'avoir le segment. Je prends en fait le module, alors pour ceux qui savent, c'est en gros la longueur, la longueur de mon... C'est une forme de flèche, si vous voulez. Et je la dessine en fonction de la position. Et vous voyez qu'il y a des blancs où il n'y a aucune probabilité de pouvoir, où la probabilité est nulle, et des points où elle peut être plus grande. Mais cette probabilité, c'est la probabilité de quoi? En général, dans la vulgarisation de la physique quantique, il y a certaines vidéos qui vont vous dire c'est la probabilité pour que l'électron se trouve à un certain point au sein de l'atome. Et ça, c'est faux, en fait. Ce n'est pas une probabilité pour que l'électron soit là. En fait, on ne peut pas du tout parler de être. On ne peut pas dire l'électron est quelque part. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que ce psi, c'est un outil de calcul qui nous permet de savoir quelle est la probabilité
d'observer l'électron en un point donné, une fois qu'on fait de la mesure. Donc c'est un outil qui nous permet d'avoir des prédictions de notre mesure de la position. C'est pas du tout une probabilité. Sinon, en fait, il y a une détermination totale de la position de l'électron avant qu'on le mesure. Donc on ne sait pas dire l'électron peut être là ou là. D'accord? Ça, c'est très important. Cette indétermination est inhérente à la physique quantique et elle vient d'un postulat qui est très important. En fait, c'est parce que il y a un postulat qui s'appelle le principe de superposition et qui est déjà très troublant et qui me dit que si maintenant je prends mes deux fonctions d'onde, ψ1, ψ2, je reviens juste à mes segments pour simplifier. Ce qui se passe, c'est que ma fonction d'onde ψ1 plus ψ2, c'est aussi une fonction d'onde permise par la physique quantique, grâce au principe de superposition, puisque je superpose deux fonctions, je les additionne. Et en fait, ce sont des ondes de probabilité, comme je vous l'ai dit, qui ont ψ1 et ψ2 sont associées à une énergie bien déterminée. Mais quand je fais la somme, quelle est l'énergie? L'énergie de cette somme, ce n'est pas la somme des deux énergies. Elle est complètement indéterminée. D'accord? Et en fait, ça c'est un petit peu l'analogue. Imaginons que j'ai un chat quantique qui est dans deux états, alors je ne dis pas mort et vivant par sympathie pour le chat, mais endormi ou éveillé. Donc ça serait mes deux fonctions d'onde, ψ1, ψ2. Vous voyez, quand je fais la somme, mon chat n'est ni éveillé ni endormi. Je ne peux rien dire du chat. Son état est indéterminé. Alors, pour vous donner... en fait, j'aime beaucoup utiliser la métaphore des fèves quantiques. Peut-être parce que je crois que ma mère me faisait jouer avec les fèves quand j'étais petite. Il y a quelque chose que j'ai une affection pour les fèves. Et pour le calcul, hein, c'était avec des fèves. Et en fait, là, je vais imaginer que j'ai des fèves qui ne peuvent avoir que deux couleurs, soit rouge, soit verte. D'accord? Évidemment, c'est une métaphore. Hein. Je ne connais pas de. Si vous croisez des fèves quantiques, vous me les apportez, je serais ravie. Et ma fonction d'état, je vais la représenter par une flèche. Alors, une flèche, pour ceux qui ont des notions de mathématiques, là, je veux parler de vecteurs. D'accord? Et donc, la somme que je vous ai montrée, c'est la somme d'une flèche fève rouge et de la flèche fève verte. Donc là, j'ai pris, vous voyez là, fève verte, ψ1, et fève rouge, ψ2. J'appelle ψ1 quand c'est vert et ψ2 quand c'est rouge. Mais la somme de ces deux flèches, comme je vous l'ai dit, pour tout à l'heure l'énergie, n'a pas de couleur déterminée. Alors je la dessine comme ça en mettant rouge et vert, mais ça ne veut rien dire. Je ne peux pas la représenter en fait si je voulais mettre des couleurs. Et c'est pas un mélange de couleurs. Donc c'est vraiment ces deux fèves. C'est voilà, là aussi je fais une représentation qui est juste un dessin, encore plus métaphorique que la métaphore des fèves. C'est l'indétermination. Maintenant, comme je vous ai dit, les ψ1, comme pareil pour ψ1 et ψ2, ce sont des outils de calcul probabilistes. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la propriété position d'un électron dans un atome. Maintenant, au lieu de la position, la propriété que je considère, c'est la couleur d'une fève métaphorique. Et tout ce qu'on sait avec ces ψ1 et ψ2, c'est la probabilité pour que j'obtienne, quand je fais la mesure, une couleur verte ou une couleur rouge. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une probabilité de trouver l'électron en une position donnée. Donc, dans ce cas, si je prends exactement les deux flèches rouges et vertes de la même longueur, d'accord, c'est leur longueur qui va me renseigner sur la probabilité. Comme ils ont la même longueur, dans ce cas, je vais avoir la même probabilité de trouver rouge ou vert. C'est ça que je vais considérer pour continuer à jouer avec nos fèves. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dire, je prends toujours cette ψ1 plus ψ2 que je vous ai montré, cette fève, cette superposition, et je me dis, mais il doit y avoir une couleur. Donc, je vais quand même demander à ma fève de quelle couleur elle est. Ça veut dire, je vais l'observer. Donc, je prends un appareil photo, même si c'est pas encore métaphorique, et je vais chercher à déterminer la couleur.
Et le résultat, ça va être une probabilité, donc j'ai une chance sur 2 d'observer la couleur rouge et une chance sur 2 d'observer la couleur verte. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'observe la couleur rouge, tant que je ne fais rien, eh ben ma fève va avoir une couleur bien déterminée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus quantique. Ça, c'est encore, il y a de belles histoires que je pourrais vous raconter pour la suite, mais je n'en ai pas le temps. Et donc, il y a quelque chose d'irréversible qui se fait au moment de la mesure. Et c'est vraiment ce qu'on appelle le problème de la mesure, absolument, c'est une sorte de postulat, et ça marche très bien, mais on ne peut pas prédire en avance le choix que va faire notre fève. C'est un petit peu comme si elle choisissait la couleur sur un coup de tête. Alors, maintenant, on pourrait se dire, mais attendez, c'est peut-être juste un sac avec une moitié. C'est peut-être l'analogue, parce que je peux recommencer l'expérience. Je prépare mes fèves superposées, là, très bizarres. Et puis je fais les mesures à plusieurs reprises. Mais c'est comme si je tirais au sort dans un sac où j'aurais la moitié de fèves rouges, la moitié de fèves vertes. Et dans ce cas, j'ai une chance sur 2 d'avoir la couleur rouge et une chance sur 2 d'avoir la couleur verte. Eh ben, c'est un peu ce qu'avait dit Einstein avec ses collaborateurs à l'époque. Il a dit, c'est pas possible, la couleur, elle doit être bien définie avant la mesure. Ça peut pas, si on ne sait pas déterminer en avance cette couleur, c'est parce que on est ignorant. Donc en fait, c'est un hasard qui est relié complètement à notre ignorance. Eh ben, justement, la physique quantique, disons, il y a eu le génie d'un physicien belge, je passe rapidement parce que j'ai supprimé des diapos, qui a pu inventer un test qui nous permet de savoir si, oui ou non, Einstein avait tort ou avait raison. Et c'est en 1983 que cette expérience de pensée de Bell a été effectuée par Alain Aspect, qui était mon prof quand j'étais à Polytechnique, qui est maintenant mon collègue sur le plateau, et qui a eu le prix Nobel cette année grâce à cette expérience avec donc 2 autres physiciens, qui a vraiment été un test crucial, qui a donné tort à Einstein, hein, malheureusement. C'est dommage qu'Einstein n'ait pas été vivant pour le voir, mais qui dit qu'en fait, si je reviens à mes fèves, la propriété couleur de la fève ne peut pas être attribuée avant qu'on fasse la mesure. L'indétermination quantique est là. Et je cite Nicolas Gisin, qui est un autre physicien qui a réalisé cette expérience encore à plus grande, avec des photons séparés de dizaines de kilomètres. Maintenant, on sait même faire en 1200 kilomètres en Chine. Ça a été reproduit à plusieurs reprises. Il y a, disons, c'est une expérience vraiment, vraiment fascinante, l'une des plus belles expériences de la physique, je trouve. Nicolas Gisin en déduit donc ce hasard, il est complètement intrinsèque, c'est quelque chose de particulier, c'est un hasard unique, on n'en connaît pas vraiment d'analogue ailleurs, disons dans d'autres domaines de la science. Et Nicolas Gisin dit que la nature n'est pas déterministe, elle est capable de réels actes de pure création. Elle peut produire un vrai hasard. Donc Nicolas Gisin est à Genève. Maintenant, on se retrouve à la question qu'est-ce que le réel microscopique, je précise, puisque je ne parle pas du réel en général, ni avec grand R, ni le réel avec petit r global. Mais en tout cas, la physique moderne ne nous dit pas ce qu'il est, elle nous dit ce qu'il n'est pas. En fait, cette expérience d'un aspect montre aussi qu'on ne peut pas, une fois qu'on a fait interagir 2 atomes, en tout cas ils se sont croisés, préparés issus d'une même source, on va dire, eh ben, on ne peut plus parler de chaque atome séparément. On parle de non-séparabilité. Donc c'est négatif, c'est non séparable, c'est non déterministe, comme je viens de vous le dire, il y a un pur hasard. Alors la non-localité, je n'ai pas eu le temps d'expliquer, mais il n'y a vraiment pas de propagation. En fait, l'expérience aussi d'Alain Aspect et de ses collaborateurs, c'est qu'il n'y a plus de localité dans le sens où tout se propage dans le temps et dans l'espace d'une façon continue. Et on ne peut pas parler de trajectoire non plus. Je vous ai montré tout à l'heure un électron dans un atome, on ne peut pas parler de sa position, et on ne peut pas déterminer non plus sa vitesse en même temps que sa position, même si on fait la mesure. Et
maintenant, qu'en est-il de l'atomisme pour revenir aux anciens atomismes? On peut dire que, évidemment, ces concepts d'atomes ont contribué, comme je vous ai montré, y compris les corpuscules de Neil Haytham ou de Newton et d'autres, à des révolutions. Ils ont pris la révolution quantique, ils ont préparé en quelque sorte cette émergence, parce que ce sont des concepts qui viennent de la métaphysique, qui ont nourri en quelque sorte la révolution scientifique, mais on ne peut pas dire que nous donnons raison à Démocrite, qu'on ne sait même pas d'ailleurs interpréter de nos jours, parce qu'il ne s'agit pas de particules, vous voyez qu'on ne peut même pas localiser dans l'espace. C'est seulement quand on mesure leur position qu'on les oblige à adopter une position, comme pour la couleur. Donc les atomes qu'on nous montre parfois dans des films, ici par exemple c'est un film d'animation qui a été créé en déplaçant des atomes en guise de pixels par IBM. Vous voyez qu'il y a vous me dites oui, bah, ce sont des atomes, mais en fait c'est parce qu'on a mesuré leur position qu'on les oblige à prendre une position. Il y a une certaine probabilité qui est plus forte que l'atome soit à une position donnée. On ne voit pas les atomes comme ils sont avant. On ne sait pas comment ils étaient avant. Tout ce qu'on peut dire, même si cette représentation en termes d'atomes est très efficace, y compris quand nous, en tant que chercheurs, on fait des raisonnements, nous avons besoin d'images, en fait, à la fois pour communiquer, pour dessiner, pour représenter, pour faire des schémas. Mais en fin de compte, ce sont vraiment des entités qui sont mathématiques. C'est tout ce qu'on peut dire. Et finalement, on retrouve en quelque sorte une résonance plus avec les points mathématiques du Calem. On retrouve une résonance avec le caractère éphémère des atomes du Calem. On retrouve aussi les figures géométriques de Platon, si vous voulez, qui finalement, là aussi, ce sont des résonances, ce ne sont pas des systèmes qui intègrent encore une fois la physique quantique. Et en fait, on est dans nous sommes aussi dans des atomes qui sont qu'on ne peut pas atteindre, qui sont méconnaissables, un peu comme vous avez dit Démocrite, en quelque sorte. Il a anticipé ce non-accès finalement à la nature de ces atomes ultimes. Et j'aime bien citer un prix Nobel de physique, Steven Weinberg, qui est spécialiste en physique des particules, et qui disait qu'en fait, quand on lui pose la question qu'est-ce qu'une particule élémentaire, parce qu'on pourrait se dire c'est peut-être ça les atomes, les particules élémentaires, bon j'en parle pas là, mais effectivement les atomes c'est pas vraiment la fin, puisqu'on peut, il y a le noyau, et puis dans le noyau les quarks, les électrons le noyau, mais en fait cette idée que tout peut se réduire petit à petit à des entités est déjà contestée par la physique des particules aussi. Et les particules ne gardent même pas leur nature, puisqu'elles, au CERN, elles se transforment les unes dans les autres. Donc c'est un petit peu le caractère éphémère aussi, si on les prend pour des atomes, qu'on trouve dans ce cas-là. Il y a rien de figé finalement. C'est la masse qui se transforme aussi en énergie. Le E égale mc carré. En tout cas, c'est... donc, oui, alors la réponse de Steven Weinberg, c'est que je devrais admettre que personne ne sait réellement ce que c'est qu'une particule. Alors, je vais maintenant juste discuter après on peut en débattre. Je vous ai parlé de matérialisme philosophique. Il y a aussi une sorte de physicalisme qui réduit tout le monde, effectivement des entités qui obéissent à des lois mécaniques, y compris certains matérialistes par rapport à la vision du cerveau humain, par rapport à qui serait donc même notre conscience serait issue d'un ensemble de mécanismes physico-chimiques. Je pense que l'intérêt justement de la physique quantique, de ce nouveau paradigme auquel nous mène la physique quantique, c'est qu'elle fragilise ces visions qui sont mécanistes. Et quand je dis mécanique, c'est parce qu'il y a à la fois le déterminisme qui est fragilisé par la physique quantique et la réduction à des entités, soit des atomes, soit des parties de corps qui interagissent entre elles par des forces, par des lois de la mécanique. Et il y a aussi une sorte on se retrouve devant
nous sommes en fait amenés à reconnaître les limites de notre connaissance, malgré. C'est ça qui fait aussi la force de la physique moderne, c'est qu'elle énonce elle-même son indétermination, son incertitude avec une belle certitude. Et donc je trouve que elle nous invite justement à une certaine humilité, parce qu'il y a une perplexité aussi qu'on a, et qui fait résonance avec la perplexité de mystiques, de grands érudits. Il y a de la place dans la mystique musulmane pour la perplexité, mais qui n'a pas du tout le même sens évidemment que celle d'un physicien, mais qui a effectivement l'intérêt de nous éviter de nous installer dans des fauteuils douillés de nos certitudes, et à questionner finalement nos visions du monde en termes justement mécanistes et réducteurs, mais aussi notre vision même de la religion, puisqu'on a tendance à réduire le salut à un certain chemin déterministe, à certaines. Il y a une certaine sécheresse dans notre rapport à la spiritualité et à la religion, qui fait que la connaissance est réduite à une seule dimension, qui fait qu'on a un rapport au texte aussi qui est réducteur. Et cette humilité est aussi une voie vers l'altérité, puisque en quelque sorte c'est aussi accueillir l'autre. Mais je pense que le but aussi surtout de la voie spirituelle, c'est de retrouver l'unité derrière l'altérité. Et je voudrais juste mentionner une citation d'Enrico Fermi à propos de la physique quantique, qui est l'un des acteurs importants. Avant de venir ici, j'étais confus sur ce sujet. Après avoir écouté votre conférence, je suis encore plus confus, mais à un niveau plus élevé. Et puis, pour vous faire un peu méditer, j'aime beaucoup cette citation de Farideddin Attar. Personne ne connaît réellement l'essence d'un atome, et je vous laisse méditer sur la suite. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Inès d'avoir parcouru 25 siècles d'histoire de la philosophie et de la physique en 50 minutes. On est vraiment resté dans le cadre de l'exposé. C'est tout à fait fascinant de voir comment ce concept a évolué et surtout comment finalement la physique quantique a sapé les bases d'un matérialisme naïf dans lequel finalement il n'y a que la matière composée de petites billes dures qui s'assemblent. En fait, la physique moderne a un peu baissé les bras pour expliquer en termes simples ce qu'était la matière. La seule formulation qu'on a, comme ça a été dit, c'est une formulation mathématique. Ce sont des entités mathématiques, et ce qui est surprenant, c'est que ça marche très bien du point de vue des calculs. Ça permet de faire plein d'objets, à commencer par les ordinateurs et les téléphones portables, mais on ne sait plus vraiment définir ce qu'est la matière autrement que par ces équations mathématiques. Voilà, alors on a un petit moment de débat. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à poser des questions. Je crois qu'il y a un micro qui va circuler dans la salle. Un petit quart d'heure. Oui, là, question, non, oui. Oui. Bonsoir à tous. Merci Inès, vraiment. Pour moi, ça me dit que vraiment l'atome, c'est vrai qu'on voyait au lycée, comme vous l'avez dit, l'atome, voilà, vous nous expliquez, c'est la plus petite particule, la plus petite qui existe dans la matière. Oui. Vous êtes d'accord avec ça déjà ? Non, pas du tout, non. C'est l'atome déjà, c'est pas ce qui est le plus petit à l'échelle sur le plan mathématique, on peut définir. Mais plus petit que ça, est-ce qu'il y a plus petit que ça ? Oui, bien sûr, parce que déjà, c'est très difficile de savoir ce que veut dire petit, mais sur le plan du formalisme mathématique sous-jacent à la fois la théorie des champs, disons toutes ces théories-là qui sont issues de la physique quantique, il y a quand même dans l'atome, il y a des électrons déjà, et il y a un noyau.
Dans le noyau, il y a des neutrons et des protons. Et dans les protons et les neutrons, il y a ce qu'on appelle les quarks. Mais c'est pas un assemblage. On n'est pas en train de faire un puzzle, si vous voulez, parce qu'il y a aussi des forces et on ne sait pas. Si vous voulez, c'est pas du tout. En fait, même les forces elles-mêmes, on peut les décrire par d'autres particules. Et donc, c'est pas. Et on ne saurait même pas, en fait, vous voyez. C'est une conception que nous avons qui nous induirait en erreur quand on veut vraiment essayer de comprendre ces systèmes-là. Ouais. Oui. Bonjour, merci pour votre intervention. Je vous avoue que je suis perdu maintenant, après vous avoir écouté. Je ne sais plus ce qui est vrai, ce qui ne l'est plus, en quoi il faut croire, où se retrouver. Heureusement qu'on est tous là pour discuter, ça nous donne un semblant de réalité. C'est le but, c'est très bien. C'est-à-dire que c'est un paradoxe, hein, la notion de matière qui était bien claire au XIXe siècle. On pensait qu'on allait trouver c'était un Lego. Le monde était fait comme un Lego, avec 92 sortes d'atomes qui s'assemblaient, exactement comme un Lego que les enfants font. Et ces pièces de base, hein, qu'on appelait au XIXe siècle les atomes et qu'on appelle maintenant les particules élémentaires, n'ont pas d'autre définition qu'un formalisme mathématique extrêmement abstrait. Donc en fait, la seule définition qu'on donne de la matière, c'est que ce sont des mathématiques, c'est donc de l'intelligence. Et c'est assez déroutant parce que, par ailleurs, les mathématiques, on a l'impression que c'est le cerveau humain qui les produit. Donc, une sorte de cercle qu'on n'arrive pas à comprendre entre la capacité de l'esprit humain pour décrire les atomes en termes mathématiques et nous-mêmes qui sommes constitués de ces atomes, hein, qui ne sont pas effectivement des billes dures. Et c'est pour ça que l'hypothèse atomiste, comme ça a été dit de façon excellente par notre conférencière, par Inès, l'hypothèse atomiste s'est totalement transformée maintenant avec la physique quantique. Et on a ces paradoxes qui apparaissent et cette perplexité finalement que les scientifiques ont vis-à-vis de la nature de la matière, même si, ça a été dit par Inès, hein, il faut bien le rappeler, ça marche très bien du point de vue du calcul. Tout à fait. Vous avez une question ? Tout d'abord, merci. C'était très intéressant d'un côté parce que souvent les spécialistes de ce sujet en sciences pures n'ont pas assez de base, on va dire, historique et n'ont pas les questions, les problématiques que peuvent poser leur sujet. Au contraire, chez vous, il y avait ça. Il y avait cette notion vraiment physique et historique, donc c'était très intéressant. Je vous remercie encore une fois. Et, ma question serait étant donné que la partie, en science, on pense par la partie et le tout. Étant donné que le tout est formé par les parties, et quand on va à l'échelle microscopique, et on voit qu'il y a l'indétermination, on n'arrive pas à avoir un raisonnement rationnel, à observer rationnellement. On ne se dit pas que comment on arrive à réfléchir, comment faire une science du tout. Enfin, je sais pas si j'ai été... Oh non, mais c'est une question épineuse que ce que vous posez. C'est pas du tout une. Alors, d'abord, quand on dit la partie est formée, le tout est formé par ses parties. Déjà, il faut commencer par déconstruire ça. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une conception que nous avons, il y a nécessairement un fond. Vous voyez, on est toujours un petit peu imprégné par cet atomisme finalement primitif qui dirait que oui, nous, on va dépendre des entités que nous composent. Nos propriétés vont dépendre des propriétés des atomes, par exemple, qui nous composent. Mais en fait, c'est pas du tout. Déjà, ça s'applique pas au niveau de la physique des particules, mais aussi ça s'applique même pas au niveau. Dans mon domaine, par exemple, nous, on a des systèmes. On essaie justement de comprendre les propriétés du système où il y a énormément d'électrons, des milliards et des milliards. Et on sait très bien que, vous voyez, la physique quantique s'applique encore parce que personnellement, j'ai affaire à des systèmes qui sont de l'ordre du nanomètre, donc où la physique quantique reste encore valable. On n'est pas à l'échelle de l'électron ni de l'atome, hein, on est à une échelle plus grande. Et pourtant, on sait qu'il y a des propriétés émergentes des assemblages d'électrons qui font que le tout
est plus que la somme de ses entités. C'est de ça qu'il faut se dire. Maintenant, pour nous, quand on a un objet à notre échelle, un fauteuil de ce genre, effectivement, pour comprendre pourquoi il est solide, nous avons besoin de la physique quantique. Pour comprendre pourquoi il y a des fils qui conduisent l'électricité, pourquoi le bois ne conduit pas, nous avons besoin de la physique quantique. C'est elle qui nous éclaire sur ces propriétés-là, qui sont à notre échelle. C'est pour ça que nous sommes là, en fait, stables. C'est le fameux principe de Pauli, qui dit que des électrons ne peuvent pas avoir la même énergie, deux électrons, disons quand ils ont des spins. Bon, on va dire, je simplifie, et ben, si tous les électrons pouvaient se rassembler sur le même niveau d'énergie, on s'effondrerait. Il n'y aurait pas de stabilité de la matière. Donc la physique quantique intervient, mais comme je l'ai montré un peu tout à l'heure, notre longueur d'onde, notre nature ondulatoire, notre longueur d'onde est trop petite pour qu'elle ait des effets tous les jours. Et il y a aussi une question que vous posez un petit peu implicitement, c'est la transition entre ce qui est quantique et ce qui est macroscopique. Et c'est une question qui est épineuse parce qu'il y a des théories, il y a des physiciens qui travaillent là-dessus, mais qui n'ont pas encore, disons, peut-être qu'il y a des solutions dans certains systèmes. Hein. C'est-à-dire, nous, par exemple, on arrive à voir vraiment l'analogue d'un atome à l'échelle presque macroscopique avec des supraconducteurs. Ce sont des systèmes qui conduisent l'électricité sans dissipation. Mais je dirais que cette indétermination, on ne peut pas l'avoir à notre échelle, l'indétermination quantique. Et puis, il y a aussi le fait que la température est assez grande pour effacer les effets quantiques. Donc, il faut aller chercher parfois à des températures plus basses. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vous ai répondu. Bonsoir, merci beaucoup. Tout ce que vous avez raconté m'a donné le vertige. Personnellement, je me dis que c'est un puissant sans fond en fait. Quelle définition donneriez-vous de la physique quantique? Parce qu'on parle beaucoup de physique quantique et puis en fait, je réalise que concrètement, j'ai du mal à avoir une définition. Qu'est-ce que la physique quantique en 2 mots? Oh là là. Alors la physique quantique, c'est en fait, on parle de physique classique, c'est un peu ce qu'on enseigne, les lois de la mécanique, hein, qu'on enseigne au lycée, d'accord, et qui s'applique effectivement à des objets comme des billes, des ballons, un fauteuil, etc., à nos corps. Mais quand on se place à l'échelle microscopique, on va dire que l'échelle va compter, mais pas seulement. Donc, on va dire l'échelle microscopique, c'est vraiment la taille qui compte, d'accord? Et à ce moment-là, ces lois ne s'appliquent plus, comme les électrons, d'accord? Mais en réalité, ce qui compte, c'est que le système soit isolé. Parce que ce qui va créer la déviation, l'une des hypothèses qu'on a dans la compréhension, pour revenir à votre question, entre un comportement où la physique quantique s'applique et la physique classique, les domaines de validité des deux, la physique classique et quantique, c'est plutôt le fait qu'un système interagit avec son environnement, avec beaucoup de degrés de liberté, qui fait qu'il perd son caractère quantique, d'accord? Donc il n'y a pas que la taille qui joue, c'est un peu plus complexe que ça. Mais on va dire qu'à l'échelle des électrons, mais même de grosses molécules, hein, parfois, puisqu'elles ont, il y a une expérience très connue des fentes de Young que j'ai montrée très rapidement, qui peut être réalisée avec des grosses molécules, avec des centaines d'atomes. Ça vérifie encore la physique quantique. Donc la frontière entre ce qui obéit à la physique quantique et ce qui ne l'obéit pas n'est pas si nette que ça. Donc c'est, vous voyez, et même il y a maintenant, par exemple, les débuts de la biologie quantique, on commence à se demander si des oiseaux migrateurs, vous voyez, des mouvements migrateurs qui ne seraient pas dus à des phénomènes quantiques, même si on est à température ambiante. Donc, on aura peut-être encore des surprises, hein, mais c'est loin d'être tranché, on va dire. Je ne sais pas si je ne vous aide pas à voir plus clair. La physique moderne, depuis le début du siècle dernier, hein, c'est la physique quantique qui explique tout. Oui. Tous les phénomènes physiques sont expliqués par des lois nouvelles qui ont été élaborées au début du XXe siècle, tout sauf
la gravitation, Oui. qui, elle, ne rentre pas dans ce cadre-là et qui est expliquée par une autre grande théorie dont vous avez sans doute entendu parler, qui est la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Voilà. Il y a plein de gens dans le monde qui essaient de faire coller les deux morceaux, qui pour l'instant ne collent pas ensemble. Oui. Peut-être que ça collera, et à ce moment-là, on aura une théorie physique qui expliquera l'ensemble des phénomènes naturels, des phénomènes dans le monde matériel. Mais une partie minime quand même. Puis il y a des physiciens qui utilisent quand même autre chose que la physique classique encore de nos jours. Hein. Oui, Disons, ça dépend à quelle échelle on se place et dans quel système. moi j'ai une question, on a bien apprécié dans le panorama historique que tu as fait, le fait que tu n'aies pas sauté. Alors d'habitude quand on fait de l'histoire des sciences, on a les Grecs, puis après on saute pendant 1000 ans. Ah oui, oui, bien sûr. Et on arrive à la Renaissance et à l'époque moderne. Et là, tu as consacré une partie importante de ton exposé à tous les développements très complexes au sein du monde musulman. Il faudrait que tu commentes sur cet oubli, finalement, que beaucoup de gens font dans l'histoire de la philosophie ou des sciences en Occident, sur toute cette période extraordinaire de la civilisation arabo-musulmane, à laquelle, évidemment, on tient bien beaucoup ici. Juste un commentaire sur cet aveuglement des historiens des sciences, ou peut-être de certains de vos collègues, à ce moment important de l'histoire de la pensée humaine. Alors, je pense qu'il faut chercher les origines historiques, parce qu'il paraît que c'est plutôt avec les Lumières en Europe que ce déni a commencé à se mettre en place. Il n'était pas avant, parce qu'il y avait tellement d'interactions, comme je vous ai parlé de Gassendi, en fait, il parlait l'arabe, il pouvait accéder aux ouvrages en arabe, l'arabe était obligatoire à Louis le Grand, je veux dire, c'était vraiment... il y avait une certaine, quand même, reconnaissance de ses apports, mais ce mouvement a commencé avec les Lumières, et puis ensuite, je pense que pour l'expliquer vraiment, il y a quand même aussi peut-être que la colonisation aussi a joué, parce qu'il fallait un petit peu affaiblir quelque part les pays colonisés. Il fallait pas qu'ils aient une histoire à porter, une richesse à porter. Et donc le discours, ce qui est paradoxal, c'est que le système colonial a aussi influencé le programme scolaire et la formation des élites dans le pays, comme moi je viens de la Tunisie, et qui a fait que même certaines élites formées par la suite ont repris le flambeau de cette, je dirais, moi je considère qu'on déchire des pages de l'histoire quand on fait c'est quasiment ignorer, créer un trou béant dans l'histoire, à la fois de la science, de la philosophie, mais aussi des arts, de l'architecture, etc. Et cette élite a repris la relève en quelque sorte pour continuer un petit peu dans ce déni, propager ce déni. Et il me semble très important de rétablir, même si évidemment il y a des efforts, il y a des études maintenant, il y a des chaires d'études, il y a des spécialistes de l'histoire des sciences qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe, qui font un travail remarquable, mais je trouve que ce n'est pas assez vulgarisé, ce n'est pas assez, c'est un peu aussi le but de certaines. J'ai déjà donné une conférence ici sur l'histoire, une vulgarisation de l'histoire des sciences, c'est pas ma spécialité du tout, mais pour essayer de faire connaître ces travaux. Et je crois que ce n'est pas encore intégré au niveau du programme de l'éducation nationale, ni au niveau des médias. Et même, il y a aussi des études philosophiques, disons, il y a des diplômés de philosophie qui n'ont jamais entendu parler, étudier Avicenne, ni Averroès, ni Al-Razali, qui est considéré comme un philosophe en Europe. Et donc, je pense que c'est très important, et j'insiste dessus, dans le rapport Nord-Sud, on va dire, à l'encontre du choc des civilisations, de réhabiliter le rôle donc ces apports-là, dans la perception que nous avons de l'islam en Europe en tout cas, mais aussi pour aider même l'intégration des musulmans en France, puisque sentir que leur culture, ça ne veut pas dire que leurs ancêtres, ils ont un lien avec eux, mais que leur culture a contribué à l'émergence, à la renaissance de l'Europe, aiderait à réconcilier finalement, à apaiser, je pense, notre société, puisqu'il y a il y a vraiment des conflits majeurs malheureusement, il y a des fissures au sein de notre société, il y a un rejet de l'islam qui évidemment, voilà, qui à mon avis a aussi quelque chose à faire. On pourrait même remonter jusqu'aux croisades. Il y a quelque chose qui reste là, qui est dans la mémoire collective,
qui reste dans ce rapport conflictuel et on oublie toutes les rencontres fructueuses qui ont fait que la Méditerranée c'était vraiment une seule civilisation en fin de compte, hein, qui était voilà. Bon, tu m'as. Je crois qu'on va s'arrêter là. Une dernière question. Oui, une dernière question, voilà, rapide, parce qu'on ne veut pas aller au-delà de 20 heures. Merci beaucoup, bonsoir. Merci beaucoup pour cette intervention. Je suis venu un petit peu en retard et malheureusement j'ai loupé une grande partie. Mais est-ce que pour un esprit, on va dire, non physicien, est-ce que cette simplification sera acceptable de votre point de vue? Est-ce qu'on peut dire que la physique quantique serait une physique où les lois seraient un petit peu contre-intuitives par rapport à ce qu'on connaît en physique mécanique? Et est-ce que vous pourrez nous dire quelques lois, par exemple quelques bizarreries qui se produisent à l'échelle quantique qu'on n'aurait pas dans une mécanique classique? Quelques exemples probants pour un petit peu, je dirais, marquer et puis... Alors, en fait, évidemment, j'ai parlé rapidement de la non-séparabilité de l'expérience pour laquelle il y a eu le prix Nobel. Et je pourrais... comment dire? En fait, il y a quelque chose de... Ça, c'est très, très troublant parce que ce que ça montre, c'est qu'on a deux phénomènes qui sont complètement aléatoires, deux phénomènes, en fait, on peut dire deux mesures qui sont faites, l'une sur Mars, l'autre sur Vénus, sur une sorte de ce qu'on appelle une paire intriquée qu'on peut créer grâce au principe de superposition. Ça serait des fèves intriquées en quelque sorte. Et les deux résultats sont censés être aléatoires et pourtant il y a une corrélation parfaite entre les deux. Et vous voyez, dans notre monde classique, les corrélations ne peuvent avoir que deux sources. Soit on a une source dans le temps, une source unique, donc on peut aussi remonter dans le temps et dans l'espace d'une façon continue comme des jumeaux qui ont des similarités entre les deux, parce qu'ils viennent d'une seule mère, soit parce que je téléphone à mon ami et qu'au bout du fil, il y a une corrélation entre ce qu'elle entend et ce que je dis, et que le signal se propage à travers la fibre optique, ça prend un certain temps. D'accord ? Ce sont les seules corrélations possibles dans la physique classique, et la physique, son but, c'est d'expliquer des corrélations entre des phénomènes, d'accord, qui se reproduisent l'un après l'autre ou l'un en même temps que l'autre. Sauf que là, on a des corrélations entre deux phénomènes qui sont complètement aléatoires et on n'a aucune histoire qui permet de raconter pourquoi il y a ces corrélations. On ne peut pas expliquer avec un processus qui se passe dans le temps et dans l'espace pourquoi. D'accord ? Donc ça, c'est assez intriguant. L'autre expérience absolument fabuleuse aussi de la physique quantique, il y a eu un sondage chez les physiciens qui ont dit que c'était vraiment la plus formidable aussi. C'est les interférences de ions que je vous ai montré disons, c'est un dessin. Je ne vous ai pas montré, mais ça m'arrive de la montrer. C'est vraiment une source, soit de photons, soit de grosses molécules, soit d'électrons, c'est pareil, avec deux fentes. Normalement, quand vous avez des corpuscules, vous avez les corpuscules qui passent soit par une fente, soit par l'autre. Donc vous avez des impacts derrière sur vos écrans. Et là, vous voyez... On arrive à voir, par exemple, envoyer de la lumière, des photons un par un, et vous voyez se former petit à petit des franges d'interférence qu'on verrait avec des ondes, mais formées par des corpuscules. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Bon, j'aurais pu montrer les diapos, mais je ne vais pas prendre de temps. Mais c'est assez fascinant. Un troisième peut-être phénomène, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. C'est-à-dire quand vous n'avez pas assez d'énergie pour sauter par un mur, vous voyez, normalement vous n'avez pas assez d'énergie pour sauter par-dessus. Imaginons que vous avez un électron qui arrive sur une barrière et qui n'a pas assez d'énergie pour vraiment monter, pour dépasser l'énergie de la barrière, et ben il est capable quand même de passer. Il a une certaine probabilité, puisque tout est probabiliste, de passer. Donc c'est comme un fantôme qui passerait par la barrière. Voilà, quelques exemples. C'est comme ça que tous les transistors sont construits. Exactement. Les transistors sont construits sur cette capacité qu'ont les électrons de traverser un mur qu'ils ne devraient pas traverser. C'est toute l'électronique moderne est faite là-dessus. C'est assez fascinant. Oui, tout à fait. C'est pas quelque chose d'abstrait. Je veux dire, si c'est très abstrait, mais tous les ordinateurs et tous les téléphones portables que nous avons dans nos poches sont construits sur ces principes-là.
Voilà, on remercie beaucoup Inès pour Merci à vous. Merci à toutes et à tous. Je vous rappelle juste notre prochain rendez-vous, donc jeudi 1er décembre à 18h30. On change complètement de sujet. Nous aurons la projection d'un film, Les Hommes libres, d'Ismaël Farouki, sur la contribution de la mosquée de Paris, des musulmans de la mosquée de Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale à la sauvegarde des citoyens français juifs ou étrangers juifs qui étaient menacés par les nazis, comme vous le savez. Et il y aura à l'issue de cette projection un débat avec Christian Delorme et le rabbin Bertenschlag qui nous feront l'amitié d'être présents jeudi prochain. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Inch'Allah.